and gentlemen, good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Et je vous accueille chaleureusement à cette réunion annuelle, une conversation sur les emplois et la transformation économique. Je me présente, Nosy, et je suis absolument ravi d'animer cette conversation. Nous espérons d'ailleurs que cette conversation va nous interpeller pour améliorer notre compréhension des rôles que le secteur privé et d'ailleurs le secteur privé public en Afrique subsaharienne et dans la région MENA rempliront pour produire des emplois et transformer les économies. Cette conversation, nous l'espérons, va également nous remettre en question pour réfléchir de façon critique à la façon dont les organisations telles que la Banque mondiale peuvent appuyer des initiatives pour produire des emplois et transformer les économies lorsque le besoin en est urgent. Nous avons des collègues ici qui vont nous apporter l'aperçu, leurs expériences pour nous parler des difficultés, des réussites, alors difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs efforts sur la création d'emplois et la transformation économique. Mais tout aussi important, je dirais, mesdames et messieurs, ils vont se focaliser sur des exemples de réussite qui peuvent être reproduits dans tous les secteurs et qui auront la possibilité d'être déployés sur différents marchés. J'aimerais vous interpeller ce matin pour que vous interveniez dans cette conversation également à deux égards. Tout d'abord, nous allons être en direct sur worldbank.org pour une conversation véritablement mondiale, car la création d'emplois et la transformation économique, j'en suis sûr, vous en conviendrez avec moi, est une question internationale qui va au-delà de la région MENA et de l'Afrique subsaharienne et tout en haut de la liste des tâches à accomplir pour tous les dirigeants du monde. Nous allons également vous demander de vous servir de vos téléphones et hashtag Job for Growth. Jobs for Growth, je répète, ce qui nous permettra de partager les aperçus et également les points d'orgue de cette conversation. Et nous pourrons donc injecter ces voix dans la conversation. J'aimerais inviter le directeur général de l'IFC, M. Lewerou, de venir sur l'estrade et de prononcer des propos liminaires. Et je demanderai ensuite à nos panélistes de se présenter et nous pourrons ensuite passer à la conversation. Philippe, vous avez la parole. Thank you. Thank you. Merci à tous. Merci mille fois d'être venus et bonjour à tous. Nous vous accueillons à notre tribune sur la transformation économique et les emplois. C'est un sujet très important, mais qui est complexe et d'ampleur. J'aimerais me focaliser dans mes propos sur l'Afrique. Nous savons que la région a un potentiel extraordinaire, mais parallèlement, le continent est confronté à nombre de difficultés de développement. Les niveaux de la dette publique progressent, la fragilité sur le continent nous coûte quelques 0,5 points de pourcentage de croissance par an. La disponibilité de bon emploi n'a pas gardé le rythme des nouvelles créations d'emplois. D'ailleurs, nous estimons qu'en Afrique, il va nous falloir créer 1,3 million d'emplois tous les mois, je dis bien. Donc nous savons une chose, le statu quo ne va plus nous satisfaire et la seule façon dont nous pouvons procéder, c'est d'ailleurs le sujet de notre tribune, il nous faut une transformation économique. Cela étant, nous sommes tous d'accord. La question est de savoir comment nous allons faire. Comment procéder? Et c'est extrêmement difficile. Et j'ai été inspiré au mois de mars à Kigali lors du forum. Le président Kagame a dit quelque chose qui était très intéressant. Nous essayons de définir la chose et il a trouvé les bons propos. Il a récapitulé en un mot, il a dit « il nous faut modifier l'état d'esprit » ou la façon de voir. Et ce qui est vrai pour chacun d'entre nous. Les gouvernements africains, les partenaires du développement, le groupe de la Banque mondiale et bien d'autres, et le secteur privé.
Et donc, il nous faut réfléchir au secteur public-privé dans la croissance économique et dans la création ensemble. Il nous faut une nouvelle démarche entre le secteur public et privé pour pouvoir déverrouiller le potentiel de la région. Il nous faut que les gouvernements déploient des efforts pour assurer une gestion macroéconomique solide, une transparence de la dette et une viabilité également, ainsi que des cadres réglementaires et juridiques qui nous fourniront un terrain d'entente intéressant et surtout équitable pour les sociétés. Et les pionniers du secteur privé qui voient davantage les opportunités que les risques de s'installer en Afrique. Ensemble, je crois profondément que les secteurs publics et privés peuvent réellement démarrer l'économie de la région. Au niveau régional, la zone de libre-échange de l'Afrique, qui sera la plus importante du monde en Afrique, est réellement le signal de ce changement et c'est une nouvelle création. Certes, nous en parlons depuis des décennies. Aujourd'hui, elle est devenue réalité. La disposition existe pour en faire un élément juridique et je crois que c'est là une grande percée et nous encourageons donc ainsi davantage d'investissements, d'échanges commerciaux et le développement des chaînes de valeur régionales. Et cela peut également être le point d'ancrage de la réforme. Ce qui est encourageant également, à mes yeux, c'est l'initiative de transformation numérique de l'Union africaine qui offre une opportunité sans précédent pour le continent de faire un pas de géant et de dépasser ce qui est classique. L'initiative pourra entraîner l'innovation, la croissance économique, la création d'emplois, et ce, dans nombre de secteurs essentiels de l'économie. Cela permettra également une interconnexion entre les marchés africains et le restant du monde. Au groupe de la Banque mondiale, tout en accueillant cette modification de l'état d'esprit, nous améliorons notre appui au gouvernement pour diversifier leur économie et pour mettre en œuvre des réformes qui seront propices au commerce. Nous développons de nouvelles approches que nous appelons la cascade, où nous allons rechercher des solutions du secteur privé qui sont durables pour que les ressources publiques précieuses seront utilisées là où elles sont le plus nécessaires. D'ailleurs, le groupe de la Banque mondiale, si vous voulez bien, est une entreprise d'élimination des risques pour nous. Alors, élimination des risques pour les pays dans la Banque mondiale, pour qu'il y ait des politiques qui soient fondées sur les emprunts, un moindre risque pour les secteurs du secteur public, pour qu'il y ait investissement de ces derniers, mais également pour le secteur privé grâce à l'IFC et ses prêts directs, ainsi que MIGA, qui est une assurance. Nous allons, en fait, nous sommes une entreprise d'élimination des risques et nous nous appuyons les uns les autres. Et à l'IFC, nous modifions également la façon dont nous travaillons. Encore une fois, nous changeons d'état d'esprit. Nous passons d'une réaction, ce que nous avons fort bien fait depuis 60 ans, pour être réactifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que plutôt que d'attendre que le secteur privé vienne nous présenter un projet d'investissement que nous financerons, nous allons concevoir l'environnement du projet pour trouver des investisseurs privés pour investir. Et ce n'est pas un rêve, c'est ce que nous faisons d'ores et déjà. Et nous avons d'ailleurs des exemples qui sont frappants. Je sais que mon collègue vous en parlera. Je ne m'appesantirai pas. Nous pouvons aller au-delà du salaire comme nous l'avons déjà fait. Et c'est complètement une transformation culturelle. Nous réalignons nos démarches, nos outils, les outils diagnostiques, mais tout autant un outil qui, à mon sens, est extrêmement important pour nous et qui est le guichet de l'IDA du secteur privé. Et donc, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est très important. Dans certains pays, le secteur privé a un risque perçu, donc le rendement et les risques sont tellement importants, ou perçus tout du moins, que cela ne peut se faire. Nous avons donc décidé de nous placer du côté risque. Et une percée, lors de l'IDA 18, ce guichet, je ne vais pas m'appesantir, mais encore une fois, c'est un outil d'importance. Nous avons de nouveaux outils, de
nouvelles démarches, de nouvelles organisations, 9 nouveaux bureaux qui seront ouverts au-delà des 25 que nous avons en Afrique cette année. D'ores et déjà, nous avons lancé, nous nous dotons en personnel, nous allons à fond. Et ça, c'est encore une fois un changement d'état d'esprit. Nous allons continuer et cela aura des résultats probants. Mais j'aimerais dire quelques mots sur l'IDA. Nous sommes à 2 mois de la conclusion de la 19e reconstitution de l'IDA. On a parlé de la transformation économique, les emplois. C'est là la grande question, le thème de l'IDA 19. J'en appelle à vous pour convaincre, je vous prie, les pays donateurs de venir contribuer. Et nous avons besoin de ressources. C'est un donc panachage des connaissances publiques, privées, Banque mondiale, connaissances et argent pour les pays les plus pauvres. Et les 2 tiers des ressources de l'IDA sont accordées à l'Afrique. Il nous faut donc appuyer l'IDA 19 pour qu'elle réussisse. Et encore une fois, le temps n'est plus le temps est compté. Je suis ravi, je vais m'en tenir là. Nous avons une tribune de qualité, de responsables des plus hauts, des secteurs publics, de PDG du secteur privé, et je suis sûr que la discussion sera de très haute qualité. Encore une fois, c'est un sujet fondamental. Merci 1000 fois. Merci Philippe de nous avoir donné la toile de fond. La difficulté est effectivement de changer notre état d'esprit tout en procédant de façon différente et d'avoir un partenariat plus efficace. J'aimerais présenter les membres de la tribune. À gauche, Ladim Ahmed, fondateur et président de Tea Commodities Limited, et on le connaît comme étant un entrepreneur sériel. Et il a commencé par une petite entreprise en 91 en Inde et aujourd'hui c'est l'une des plus grandes sociétés mondiales qui a plus de 4500 employés dans le monde entier. Merci d'être venu. Rita Roy, présidente de Massacre Foundation, on l'a décrit comme étant la voix de ceux qui sont les plus vulnérables dans la société et elle y travaille non seulement dans sa fondation mais auparavant après de Abbott's dans l'initiative publique-privée pour le travail de SIDA dans tout le continent africain. Merci Rita. À côté de moi, j'ai Edine Mohamed, secrétaire du ministériel de la communauté de l'Afrique de l'Est, et il a des antécédents de services tant au service public que privé, et sa dernière nomination était administrateur en chef de Barclays Afrique, chargé de 10 succursales Barclays sur le continent africain. Merci d'être venu. À ma droite, Madame Dr. Sarah Nasser, ministre des Investissements et de la Coopération internationale, Égypte. Vous la connaissez dans les couloirs du pouvoir, professeure d'économie à l'Université américaine de Caire, et elle a été nommée la femme la plus influente dans le secteur économique arabe. Merci. Et non des moindres maintenant, Peter Janjo, qui est le PDG de Treaty Foods, et il nous parlera de la recomposition des marchés pour pouvoir organiser des chaînes de valeur et d'approvisionnement pour le poisson séché et l'alimentation grâce à des plateformes spécifiques avant que de prendre ses fonctions 21 ans auprès de Coca-Cola. Et il se trouvait à Lagos, au Nigeria, et il était président de l'unité commerciale pour la région. Voici le calibre de nos participants. Je vais commencer par vous, Monsieur le ministre Mohamed, et peut-être commencer par un tableau d'ensemble. Les chiffres dont on nous a fait part, 1,7 million d'emplois par mois doivent être créés. Si l'on se penche sur cette cible par rapport aux secteurs qui ont la promesse, qui permettront de réaliser ces emplois, et quels sont ces secteurs tout d'abord, et ensuite, qu'est-ce que les gouvernements en Afrique subsaharienne et MENA peuvent faire pour encourager les investissements dans ces secteurs-là?
Eh bien, merci mille fois. Tout d'abord, je crois que pour bien comprendre la toile de fond quant à la création d'emplois et les compétences qui sont nécessaires, un grand nombre de jeunes sur le continent sont soit diplômés d'université ou moins. Un grand nombre d'entre eux n'ont pas les compétences qui leur permettraient de prendre les emplois que nous pouvons offrir, qui sont col bleu et col blanc. Alors, il nous faut trouver une correspondance entre secteurs pour pouvoir absorber ce grand nombre de jeunes, plutôt que d'avoir les politiques et les investissements dans ces secteurs qui, certes, peuvent jouer un rôle très important. Certains des secteurs en Afrique qui sont les plus importants, ce sont ceux qui ont une demande de main-d'œuvre importante. Par exemple, l'agrotraitement, les textiles, les vêtements, la confection donc, la production de cuir, c'est-à-dire là où l'Afrique a un avantage comparatif, étant donné l'agriculture qui est la nôtre, disons, et pas la peine de réinventer la poudre. Il nous faut voir là où il y a une grande main-d'œuvre qui fonctionne et donc où nous pouvons remplir ses besoins. Dans les 10 ans à venir, disons, quelques 100 millions d'emplois qui quitteront la Chine, alors que la technologie va s'améliorer et que l'on passera à d'autres secteurs. C'est ce qui nous sera nécessaire. Il nous faut nous assurer que, alors que ces mouvements de main-d'œuvre, en quelque sorte, sortent du marché chinois, il nous faut être prêts à les accueillir. Et donc, je dirais que les secteurs qui sont agriculture, textile, maroquinerie, etc., auront un rôle très important à jouer. Alors que faire? Que faire pour que ce soit une réalité? Tout d'abord, on peut créer l'espace pour que la main-d'œuvre soit présente, mais il faut également créer les marchés de certains de ces produits. Par exemple, dans nombre de pays africains de nos jours, l'accès au marché que nous avons aux États-Unis grâce au programme de l'AGOA ont rempli un rôle extrêmement important pour la création d'emplois sur des marchés tels qu'au Lesotho, au Kenya, Madagascar, ce qui aurait d'ordinaire des difficultés pour créer des emplois pour ces jeunes. Et donc, je dirais qu'il va nous falloir trouver des secteurs où nous avons, nous, les ingrédients qui sont nécessaires pour que ce soit une réussite et où nous pourrons être concurrentiels mondialement parlant et avoir la correspondance ou l'appariement des compétences. Et en vérité, aujourd'hui, les compétences ne sont pas trop élevées, mais j'espère que nous allons pouvoir progresser dans ces secteurs classiques. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez soulevé des points très intéressants. J'ai vu qu'on hochait du chef. Je reviens vers vous parce que la question sous-jacente, est-ce que nous investissons dans les bonnes compétences pour les secteurs que Monsieur le Ministre vient de nous donner? Mais avant cela, je vais m'adresser à vous, Madame la Ministre, car si on pense le point de vue que vous avez de votre carrière, vous êtes focalisé sur les PME, sur les PMI, et dans ces conversations, on dit qu'elles n'ont pas suffisamment d'accès aux finances. C'est là ce dont on se plaint. Mais pour parler de l'accès au marché, qui vient d'être cité, quelles sont les autres difficultés dont nous n'avons pas parlé, qui nous permettrait d'avoir un appui d'ensemble pour les PME, pour les chefs d'entreprise plus particulièrement, et ceux qui sont dans ce secteur-là, les secteurs que Monsieur le Ministre vient de souligner. Merci mille fois. On veut revenir sur une question très importante de création d'emplois, puisque c'est là la grande difficulté, la transformation économique tout autant. Et donc, il faudrait souligner le secteur privé, que ce soit les PME ou même les grandes entreprises. Donc, le secteur privé, pour qu'il s'intègre et les investissements, il faut revenir à la politique. Est-ce que nous avons les bonnes politiques? Est-ce que nous avons un environnement propice, un terrain d'entente et d'égalité qui permettrait au secteur privé, quel qu'il soit, ou même aux micro-entreprises de s'intégrer? La relation est très importante entre la réforme des politiques, quelles sont les réformes adoptées par l'État pour encourager le secteur privé, pour pouvoir attirer l'État. Et donc l'effet de cascade, je reviendrai sur la démarche dont Philippe nous a parlé, c'est-à-dire la cascade.
Tout d'abord, il vous faut vous assurer que vous avez les lois pour investissement pour le secteur privé, les ensembles qui sont propices et que le marché n'a pas de subventions qui empêcheraient le secteur privé d'intervenir. Et donc, ceci permettrait de nous donner davantage de ressources publiques pour assurer des subventions, d'ailleurs du solaire, d'autres opérations qui sont essentielles pour les petites entreprises. L'infrastructure doit exister, non pas uniquement un environnement propice, ce qui permettrait au secteur privé d'intervenir et c'est là où le groupe de la Banque mondiale a joué un rôle très important pour apporter un financement. C'est donc là la difficulté dont vous avez parlé dans votre question pour le secteur privé, mais également des garanties de la MIGA, car vous savez que le fait de faire des affaires en Afrique, c'est vrai qu'il y a des risques, mais financer l'infrastructure en plus, qui sont des secteurs publics essentiels, c'est la création d'emplois en soi, mais surtout, est-ce que cela encourage d'autres PME ou PMI d'avoir la bonne infrastructure et d'avoir un pied d'égalité pour jouer un rôle, pour créer des emplois pour les jeunes populations en développement, en Égypte et partout, et en Afrique. Vous avez abordé un sujet qui est très important. Vous avez commencé par parler des politiques, mais l'on sait que le gouvernement recherche également des résultats sociaux. Brièvement, voyons la chose par les yeux d'une femme. Comment faire en sorte que ces politiques fonctionnent pour les femmes qui sont chefs d'entreprise, qui ont des PME? Est-ce que c'est l'un des éléments dont il faudrait parler ou est-ce qu'il faudrait améliorer, si vous voulez, le ciblage de nos politiques? Je vous dirais que parfois, c'est vrai que c'est controversé parfois, mais l'action de rétablissement de justice entre les sexes, oui, devrait être un élément. Il nous faut nous assurer que les 50% sont effectivement affectés dans les emprunts aux femmes, soit les femmes, soit les entreprises ou chefs de famille, parce que c'est vrai que l'accès au financement pour les femmes est plus difficile même si c'est un même projet qui est présenté par un chef d'entreprise. Donc il faut souligner les femmes chefs d'entreprise. Nous avons souligné dans la loi d'investissement un élément spécifique pour les femmes pour nous assurer d'un pied d'égalité et la transparence. Donc, bien sûr, toutes ces questions viennent s'ajouter. Nous avons là une focalisation sur certains secteurs auxquels il nous faut réfléchir. Madame la ministre nous a dit, en fait, il nous faut penser à la politique pour pouvoir mettre un pied d'égalité pour les hommes et les femmes. La question est de savoir si les cibles de la réalité, c'est 1,7 million d'emplois par mois en Afrique, de beaux emplois. À quoi cela va-t-il ressembler? Et est-ce que c'est aligné sur les compétences dont votre fondation fait ses investissements pour équiper les jeunes Africains à être prêts pour ces opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent? Merci. Merci de votre question, de vos observations et merci à mes collègues qui sont à la tribune. Je commencerai par dire que nous sommes ravis d'être ici. Notre fondation vient de lancer une stratégie. La Jeune Afrique marche et fonctionne. 30 millions de jeunes auront accès à des emplois dignes et intéressant. Alors, je reviens sur la question des 1,7 million d'emplois par mois. D'abord, une modification de l'état d'esprit par rapport au terme emploi. La réalité en Afrique subsaharienne et cette modification démographique de grande jeunesse, nous savons que la création d'emplois dans le secteur formel ne pourra garder le rythme par rapport à la réalité des emplois. À la Fondation, nous parlons du travail, de l'emploi. On s'adresse aux jeunes, on les écoute et récemment, nous avons posé la question, c'est quoi un travail digne ? On ne parle pas de formel ni d'informel. Ça n'a aucune importance pour ces jeunes. Ce qui est important, c'est un travail qui les intéresse, où les compétences correspondent. On peut continuer à apprendre
à toujours et également à prendre soin de leur famille, de leur propre personne. C'est ça, digne. Commentaire qui a été proposé tout à l'heure. Pour les compétences, Monsieur le ministre nous a parlé de l'industrie ou des secteurs de l'économie où l'Afrique subsaharienne aura un avantage comparé, que ce soit l'agriculture, les services, la manufacture et de plus en plus les économies sont numérisées. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de travail à réaliser pour continuer la croissance dans toutes ces économies. Mais ce travail est invisible. C'est un travail invisible pour les jeunes. Lorsque l'on pense aux chaînes de valeur, aux bâtiments, dans nombre de pays où des objectifs existent pour 100 000 maisons ici ou là ou dans des villes, cette maison-là représente des millions d'emplois, que ce soit les artisans qui vont travailler à l'encadrement des portes, les poignées, les fenêtres, les matériaux qui sont créés, la logistique, l'entreposage, la planification, tout ceci c'est du travail et le fait que ce soit visible pour les jeunes, c'est essentiel. Donc un investissement doit être fait dans les bonnes compétences pour comprendre quelles sont les bonnes compétences qui seront demandées et en équiper les jeunes. Un mot supplémentaire pour les femmes. Dans notre fondation, nous avons 70% de ciblage des 30 millions d'emplois pour des jeunes femmes dans des emplois dignes. Cela va exiger une intention intensifiée pour savoir quelles sont les entraves différentes pour les jeunes hommes et les jeunes femmes et qui empêchent les femmes d'avoir des emplois dignes. Donc c'est encore une fois un changement d'état d'esprit pour avoir la possibilité réellement, matériellement de réaliser. Revenons aux chaînes de valeur, Peter. C'est quelque chose qui vous intéresse profondément, les écosystèmes et les chaînes de valeur. En deux mots, dites-nous comment est-ce que ceci est relié à la technologie, à tout ce qui est urbain. C'est quoi, qu'est-ce que ça signifie pour les chaînes de valeur qui sont intégrées? Quels sont les écosystèmes dont on fera partie? Et quelle est la superpuissance où ces agriculteurs, étant donné un travail spécifique sur les valeurs, sur les chaînes de valeur et sur les écosystèmes, comment les réaliseront-ils? Tout d'abord, merci. Il est bon de décrire tout d'abord le problème que nous voulons résoudre. À partir des données de la Banque mondiale il y a quelques années, 50% des revenus vont à l'alimentation pour l'Afrique. Donc inflation à deux chiffres, ce qui veut dire qu'il y a des ressources qui sont prises des autres secteurs de l'économie tout simplement pour s'alimenter. Ce chiffre de 50%, cela ressemble à ce que les consommateurs dépensent ici aux États-Unis dans les années 1870. Et ce montant, aujourd'hui, est de moins de 10%, ce que signifie que pour économie, vous allez libérer des ressources qui serviront à d'autres secteurs pour donner un élan à d'autres industries au cœur de ce problème. Et je crois que Monsieur le ministre a parlé de l'accès au marché. La grande question en Afrique, c'est l'accès aux marchés locaux, parce qu'il y a fragmentation du commerce au détail. Par exemple, Nairobi, 6,5 millions d'habitants, 80 000 commerçants qui les alimentent. Alors, il n'y a pas de marché que l'on pourrait définir. Et on le voit également dans les autres pays où il y a un marché que l'on connaît. Il y a des efficiences qui sont dans la chaîne d'apport qui reprend des ressources du développement. En Grande-Bretagne, quelques supermarchés contrôlent 80% du détail et 80% des revenus sont dépensés uniquement à l'alimentation. L'Afrique du Sud, 16% uniquement. Donc, que faisons-nous chez nous? Décupler la technologie pour faire de la recomposition de ces commerçants informels. À partir de là, vous avez pour les agriculteurs un marché réel et ils peuvent à ce moment-là investir tout d'abord, s'endetter, investir, car ils savent quel est le marché. Et il y a des milliers de commerçants pour lesquels il y a des prix plus abordables, une meilleure qualité. C'est ce que nous considérons comme étant notre
objectif dans notre organisation. Donc l'accès au marché, l'accès à la dette, enfin. I think you're also in the business of connecting local farmers. Connecter également les agriculteurs locaux, mais également les opportunités locales et régionales. Mais nous allons commencer tout d'abord par l'idée de la valeur. On parle des chaînes de valeur avec Peter. J'aimerais vous parler de l'ajout. Vous avez parlé, vous avez dit les Africains recherchent une valeur quand il s'agit de ressources et de création d'emplois, de bons emplois. Comment est-ce que nous allons procéder différemment, tout apparemment dans notre conversation, puisqu'on parle de l'état d'esprit? Qu'est-ce qu'il nous faut faire de façon différente si nous voulons faire en sorte que cet ajout en valeur soit au-delà d'une conversation dont on parle dans les conférences et à la tribune comme ici? Je vous remercie infiniment. Nous parlons de deux choses. Création d'emplois, valeur ajoutée. Pour moi, la création d'emplois, c'est la première étape vers la valeur ajoutée sur les produits finis. L'un ne peut pas être privilégié par rapport à l'autre. Il faut, pour nous poser la question de savoir si nous créons des emplois. Créer des emplois ou pour avoir un produit fini avec une valeur ajoutée chez les détaillants, chez les commerçants. Si c'est cela, nous sommes sur la bonne voie. Il y a trop d'argent, je pense, qui recherche des solutions faciles ou la vente facile. Alors, on fait du dumping, on fait rapidement la production de produits à commercialiser. Cela n'aide pas les agriculteurs. On en a un peu trop parce que finalement, le prix de vente n'est pas suffisant pour le paysan. Et cela ne crée pas une communauté qui ait des expertises, des compétences, des cols blancs, des cols bleus. On a en fait des gens qui sont au niveau de la subsistance et tel n'est pas l'objectif. Si nous voulons une chaîne de valeur, il faut ne pas investir dans ces autres domaines. Par exemple, quand vous achetez une tasse de café, vous payez, mettons, 2 $. 200 tasses de c'est 1 kilo. Alors, dans les pays en développement, on reçoit 400 $. Le paysan, par contre, ne gagne que 4 $ s'il a de la chance. Nous parlons donc d'1%. Dans la vie réelle, entre l'Ouest et l'Afrique, à l'Ouest, le prix des matières premières, c'est 30 à 40%. En gros, ça pourrait même être 50%. Dans certains cas, ou 25%. Donc, 30 à 40%, c'est le coût de la matière première, du produit, qui est acheminé vers les détaillants. Alors, si on prend pour le café 1%, qu'en est-il pour la situation inverse? Alors, je ne comprends pas. Il n'y a pas de limite à la disponibilité de financement. Les gens sont prêts à investir. Mais cela n'est pas fait dans la bonne direction. Le Kenya a créé M-Pesa, ça a changé notre façon de vivre, d'investir dans les banques, et ceci est exporté à l'extérieur du Kenya. C'est un modèle. Alors, vous faites le café, vous le mettez dans une tasse ou dans une boîte, vous le vendez. Donc, il faut changer l'état d'esprit. Il faut que nos produits sortent du pays avec de la valeur ajoutée. Un moment, vous dites quelque chose de très important. Nous avons parlé de valeur ajoutée, quel que soit là où on se trouve sur le continent africain. Monsieur le secrétaire de cabinet, on a parlé, et Nadim l'a dit, lorsque nous investissons dans la valeur ajoutée, nous créons de meilleurs emplois. Mais dites-moi, qu'est-ce qui semble être le principal obstacle
pour que, de façon assez simple, comme l'a dit Nadine, vendre le café avec de la valeur ajoutée plutôt que d'exporter des sacs de café comme matière première. Quel est le principal obstacle qui nous empêche de faire cela depuis des dizaines d'années? Lorsque nous parlons de l'Afrique, de la transformation économique, le problème que nous avons aujourd'hui empêche de voir les progrès accomplis par l'Afrique. Si vous prenez les éléments de base, si vous prenez certaines des questions fondamentales que nous avons rencontrées en tant que continent, il y a eu des améliorations en matière de gouvernance, le changement de leadership dans plusieurs pays, la voie de l'Afrique, à savoir rendre compte et faire avancer les choses. Bien sûr, il a fallu du temps pour y arriver, mais si vous mettez l'accent sur cette trajectoire et sur l'avenir, il y a eu des transformations. Aujourd'hui, l'Afrique est l'un des continents à avoir le plus élevé, le taux de pénétration en téléphone mobile du monde. Et ce sera le cas pour le solaire en matière d'électricité. Aujourd'hui, la connexion à l'électricité, c'est difficile sur le continent. Et l'énergie solaire, la technologie solaire devient de plus en plus abordable. Ça va arranger les choses. Cela dit, l'industrialisation, la valeur ajoutée, c'est un des éléments du programme de l'Union africaine 2016. Nous avons une feuille de route pour accroître la valeur ajoutée, que vous parliez du thé au Kenya ou du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana, en termes de valeur ajoutée. Beaucoup de choses ont changé au cours des dernières années. Mais je voudrais souligner quelques défis, quelques obstacles clés. Premièrement, ce sera le capital humain, qu'il s'agisse des compétences disponibles ou de la productivité. Cela est un problème réel. Et en partie, c'est le secteur et les programmes d'éducation. Est-ce que les compétences que nous produisons sont propices à la création d'emplois ou à faire le travail dont on a besoin? Investir dans nos populations, dans les domaines de l'entrepreneuriat, dans la création d'emplois, c'est beaucoup plus pertinent que de faire plusieurs diplômes en sciences humaines. Pour conclure, pour chaque 10 emplois créés sur le continent aujourd'hui, 8 à 9 sont créés par les petites ou moyennes entreprises. Et c'est là un domaine dans lequel les décideurs du continent travaillent à travers la discrimination positive, l'accès au marché, l'intégration continentale, à travers donc les différents dispositifs. Ce sont les petites entreprises qui sont le moteur de création d'emplois. Merci. Vous faites des observations très importantes. Vous nous donnez cette perspective historique et les progrès accomplis. Je reviendrai vers vous. Mais, Madame la Ministre, il s'agit là d'un lien très intéressant qui a été établi. Si nous prenons le rapport sur le développement de la Banque mondiale qui vient d'être publié, il est orienté sur la valeur ajoutée. Meilleure intégration dans la valeur ajoutée à l'échelle mondiale, c'est une solution pour la création d'emplois. Alors, comment rendre cela concret sur le terrain? En gros, ce sont les principaux défis en Afrique. Et le problème, c'est l'intégration. Vous avez raison. Il faut un approfondissement de l'économie, plus de liens commerciaux. Et cela requiert la connectivité, le transport, la mobilité des biens et services et des personnes et de la main-d'œuvre. C'est une condition préalable et cela passe par le transport public et tous les autres modes de transport. À ce niveau, nous devons aller au-delà du solaire, par exemple. Il faut davantage de participation du secteur privé pour créer un environnement favorable. La connexion du numérique
pour l'intégration et pour l'approfondissement des liens commerciaux et d'investissement. C'est une autre condition préalable. Il y a l'électricité. L'Égypte travaille sur cela. Actuellement, nous présidons l'Union africaine, donc la connectivité et l'infrastructure, c'est une priorité. Comment fonctionne l'économie aux États-Unis ou en Europe? On se rend bien compte que la connectivité est une condition préalable et une infrastructure solide. Donc nous parlons d'une discussion d'investissement. Nous l'avons fait hier avec les grandes entreprises américaines. La première question, c'est l'infrastructure, le transport maritime, les chemins de fer, etc. Il faut investir dans ces domaines-là et aussi attirer le secteur privé parce que nous avons encore des déficits budgétaires, nous avons des ressources publiques insuffisantes. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin davantage d'investissements. Alors, nous poursuivons. Il faut investir dans la création de valeur et les infrastructures économiques, le capital humain. Cela donne lieu à des emplois, à de bons emplois. Je reviens à vous, Rita. Alors, je vais vous demander de nous proposer des solutions, mesdames et messieurs, face à ces questions. Rita, nous avons entendu parler de la création de valeur, la chaîne de valeur. La ministre parle d'investir dans les infrastructures économiques. Alors, qu'est-ce que des organisations comme l'IFC, le groupe de la Banque mondiale, de façon générale, que peuvent-elles faire pour que toutes ces variables nous conduisent vers la création de bons emplois pour que les jeunes puissent dépasser ce besoin de 1,7 million d'emplois? Je vais être prudente. La Banque mondiale fait un excellent travail. C'est pareil pour l'IFC. Il y a un certain nombre de choses auxquelles je pense. Que faisons-nous? Et deuxièmement, comment procédons-nous? S'agissant de ce que nous devons faire, les institutions comme l'IFC et le groupe de la Banque mondiale en général ont fait déjà les bons investissements dans l'infrastructure, par exemple. Mais si nous voulons parler de travail, d'emploi digne, la compétitivité des pays du continent, alors le plus important, c'est d'aller au-delà de la vision, ou du moins promouvoir la vision de ces pays. S'aligner nos ressources sur cette vision, comprendre la demande de compétences précises et travailler avec les institutions d'éducation, de formation professionnelle pour équiper les jeunes avec des compétences pertinentes pour le marché et réduire ce fossé, cette asymétrie. Les gens ne savent pas où aller chercher des emplois. Et les employeurs non plus ne savent pas où rechercher les compétences. Utilisons quelque chose dans le domaine dans lequel le continent est à l'avance sur le reste du monde. C'est les technologies de base, très simples. L'économie numérique qui crée davantage de visibilité. Alors ça, c'est le quoi. Maintenant, comment? Là aussi, il faut simplement écouter. Le directeur de l'IFC a parlé de partenariat. Il faut écouter et apprécier les besoins et les solutions qui émergent du continent et les soutenir. C'est important. Lorsque je pense au partenariat entre l'IFC et la Fondation Mastercard, cela permet d'avoir des services financiers accessibles à coût faible. Et pour cela, nous écoutons les banques et d'autres institutions sur le continent. Et cela donne 15,5 millions d'utilisateurs des services financiers. Vous ne pouvez pas y arriver si vous n'écoutez pas, si vous n'avez pas de bons partenariats. Alors, Peter, nous passons de conversations de haut niveau, théoriques, sur la création d'emplois pour des millions de personnes, sur la transformation des économies. Maintenant, l'écoute, c'est très personnel. Ne pas venir avec toutes les réponses, mais écoutez le marché. C'est cette dimension-là.
Alors, ma question est la suivante. Il s'agit de choses concrètes et pratiques. Où est-ce que vous avez vu l'impact d'une bonne écoute qui aura permis d'avoir des outils et des instruments de financement novateurs et qui ont donc l'impact voulu sur le terrain? Et peut-être que si nous écoutions davantage, on pourrait reproduire cela dans les différents secteurs et transposer cela à plus grande échelle sur les différents marchés. Merci infiniment. L'une des choses qui constitue un problème pour le démarrage d'un start-up en Afrique, c'est la propriété intellectuelle pour résoudre le problème auquel vous vous attaquez, tout en créant un environnement favorable pour soutenir votre entreprise. Par exemple, lorsque nous avons commencé, nous avons commencé par des choses très simples pour aider les paysans à transporter les produits vers les marchés. Nous avons cherché à mobiliser le capital, non seulement pour la propriété intellectuelle à mettre en place, mais aussi acheter, et je souligne acheter, les actifs. Alors prenez une start-up qui est ici aux États-Unis, ils n'ont pas à acheter les actifs. Il y a déjà un marché bien en place et ils peuvent déjà fonctionner. Alors en Afrique, les obstacles à l'entrée sont très élevés. Nous avons fait un partenariat avec l'IFC, c'est un exemple, et c'est quelque chose de concret. L'une des difficultés, ça concerne l'accès au marché local. Oui, les agriculteurs veulent travailler avec nous, avoir accès au marché, mais ils n'ont pas accès au capital. Alors, je dirais que ça a eu un impact important parce que c'est cela le genre de financement mixte dont on parlait. L'IFC a apporté un mécanisme de garantie qui a permis aux agriculteurs d'accéder au capital ou emprunter auprès des banques, chose qui n'aurait pas été possible normalement. C'était donc, en fait, pour nous, une sorte d'accord, déjà pour nous, c'était innovateur, tel que ça a été conçu. Une fois que ça a été fait, alors on se posait la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas refaire la même chose ailleurs, sur le continent? Quels sont les autres verrous qu'on peut faire sauter? Et il faut connaître le seuil du succès pour les startups sur le continent. Et c'est comme ça qu'il faut créer donc un secteur des PME prometteurs. Nous avons commencé avec 5 employés, mais nous en avons maintenant 500 sur 3 ans. Et d'ici 5 ans, on va avoir des milliers de personnes. Comment donc avoir ce genre de déclencheur? Parce qu'en fait, c'est ce qui nous conduira vers les 1,7 million d'emplois par mois. Nadine, la question abordée par Peter, c'est une question qui s'adresse à vous. Comment avoir davantage de déclencheurs pour passer de 5 à 500 emplois en 3 ans? Créer les liens qui permettent aux entreprises comme la sienne pour sortir du marché national et intégrer le marché régional et aller au-delà dans le marché mondial. Qu'est-ce que les organisations comme l'IFC, le groupe de la Banque mondiale, peuvent faire de plus pour que ceci ne soit pas tout simplement un exemple, mais que dans quelques années, il y ait plusieurs Peters qui racontent ainsi des histoires comme celle de Peter aujourd'hui. Alors, vous parlez d'un problème énorme. Ce n'est pas une seule agence privée ou étatique qui va résoudre ce genre de problème. Il faut un partenariat. L'important, c'est qu'il faut traduire la vision du gouvernement avec le dynamisme des entreprises et traduire cela en réalité. Nous avons réussi, par exemple, au Malawi. Pourquoi? L'IFC est arrivé, on a commencé à travailler avec eux il y a 4-5 ans, et nous avons constaté que ce n'était pas seulement un investisseur ou une entreprise d'investissement. Nous, en tant qu'entreprise,
nous aurions eu du mal à résoudre les problèmes que l'IFC nous a aidés à résoudre. Nous n'avons pas tout ce qu'il faut, toutes les expertises que l'IFC possède. Par exemple, les systèmes de santé, l'énergie solaire, l'irrigation, les grands agriculteurs, les petits. J'étais avec l'équipe de l'IFC au Malawi il y a 2 semaines. Maintenant, nous avons 3000 agriculteurs, dont 52% au moins sont des femmes qui travaillent avec nous sur nos projets. Et l'IFC intervient, pas seulement pour nous aider à financer. Ce que l'IFC fait maintenant, c'est de transposer tout ceci à une échelle plus grande. Nous apportons donc la semence, la plante aux partisans et le taux de perte, c'est 50%. Donc, dans l'absence de connaissances et de compétences, eh bien, 50% des semences ne donnent pas grand-chose. C'est de l'argent perdu. L'IFC intervient, apporte des connaissances en matière d'irrigation, l'utilisation des engrais au bon moment, le traitement des plants. Nous n'aurions pas pu le faire, on le faisait à notre petite échelle. Mais avec 3000 paysans, c'est grâce à l'appui de l'IFC. Donc, comme je l'ai dit, c'est une combinaison, un partenariat privé-public pour réussir. Et la vraie transformation aura lieu, comme je l'ai dit, lorsque nous allons payer non pas 1 centime, mais 2 $ pour notre café. Il va falloir qu'on commence à conclure tout ceci et je voudrais le faire de façon intéressante et agréable. Alors, vous avez remarqué, il y a des caméras dans cette salle à l'arrière. Ce sont mes collègues qui sont là-bas et ils cherchent une en-tête qu'ils vont utiliser pour les nouvelles, l'actualité à 19h ce soir. Je vais ajouter quelque chose. Nous parlons de la réalité. Les produits faits en Afrique, nous avons le Made in Kenya, fabriqué au Kenya. C'est mieux que ce qui est vendu à Londres. Alors nous recevons un sac, 17 centimes au Kenya, alors que c'est vendu beaucoup plus cher ailleurs. Oui, c'est une tentative pour l'entête, mais je pense qu'on va quand même poursuivre. Nous cherchons une entête pour les nouvelles qui vont être diffusées à 19h aujourd'hui. Il y a un texte qui va passer avec votre nom. Ce ne sera pas un article, mais une phrase qui devra commencer par création d'emplois et transformation économique. Et vous achevez la phrase. Mesdames et messieurs, ce qui se passe à ce stade, c'est que tout le monde commence à ne plus me regarder parce qu'ils ne veulent pas que je les choisisse pour prendre la parole. Alors, je vais me tourner vers Nadine. Je vais commencer par vous donc. Création d'emplois et transformation économique. C'est le début de la phrase. Et nous sommes en direct. Complété. Ce n'est plus une question de si ou quand. Il faut le faire maintenant. Il faut parler du produit, non pas produit matière première, mais produit fini. Nous allons l'applaudir. Ce qu'il vient de dire est excellent. C'est formidable. Nadine, merci. Vous avez mis l'accent sur l'urgence. Rita, c'est votre tour. Vous pouvez porter votre chapeau de journaliste. Nous sommes en direct. Vous devez commencer votre phrase. Création d'emplois et transformation économique. Complétez. Création d'emplois, transformation économique, ça commence par les opportunités qui sont rendues visibles pour les jeunes. Applaudissez-la, mesdames et messieurs. J'ai le sentiment que ceci va être très bien parce que vous avez évité de me regarder pendant longtemps. Création d'emplois, transformation économique, Monsieur le ministre, en direct depuis la Banque mondiale. L'avenir de la création d'emplois et de la transformation économique en Afrique repose sur les petites et micro-entreprises. Ce dont nous avons besoin, c'est de leur donner l'espace
et les États doivent tout simplement leur laisser la voie libre pour avancer. Mesdames et messieurs, ça, c'est vraiment du réel. Il est carrément sur le terrain en train de faire son reportage. Maintenant, je me tourne vers Peter. Création d'emplois et transformation économique complétée. Création d'emplois et transformation économique en Afrique, et cela peut être déverrouillé en favorisant l'entrepreneuriat. Applaudissez Peter. En fait, on est presque là où nous voulons être. Alors, enfin, création d'emplois, transformation économique. Madame la ministre, création d'emplois, transformation économique en Afrique. L'Égypte demande que nous poursuivions la réforme économique de façon inclusive en mettant l'accent sur les jeunes et les femmes. Mettre l'accent sur les jeunes et les femmes. Mesdames et messieurs, au moment où nous concluons cette conversation, le message est clair. Nous avons besoin de changer d'état d'esprit. Nous devons revoir notre partenariat, revoir la manière dont le public et le privé travaillent ensemble. Nous devons revoir quels sont les instruments que nous utilisons pour les financements, ce que nous utilisons sur le marché. Si l'IFC et le groupe de la Banque mondiale vont être à la base de l'élimination des risques, alors, eh bien, ce changement de paradigme n'est pas négociable. Je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs. Ceci aura été une conversation des meilleures. Merci infiniment.